Après 3 ans, pourquoi ce problème persiste-t-il? Cette question fait suite à une nouvelle fuite d'hydrogène liquide sur le Space Launch System lors de sa répétition générale humide. Des fuites similaires étaient apparues lors d'Artemis 1 et étaient depuis longtemps considérées comme un risque connu. Ce qui a changé, c'est l'inquiétude croissante quant aux raisons pour lesquelles le problème reste non résolu. Pour y répondre, nous devons examiner les causes profondes des fuites d'hydrogène, les défis inhérents à l'hydrogène liquide et la manière dont SpaceX s'attaque au même problème avec une approche de ravitaillement fondamentalement différente. Uniquement sur notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. Alors que la NASA se rapproche de l'envoi d'êtres humains sur la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans, l'agence a récemment mené une répétition générale humide, un test souvent décrit comme la bande-annonce de la mission. Le chargement du carburant, les fuites, les annulations et les retards de calendrier ont suivi. Ce résultat a surpris peu d'observateurs et il n'a pas surpris la NASA non plus. Lors de la conférence de presse suivant le test, la frustration et un sentiment de limitation étaient clairement visibles parmi les responsables de la NASA. Malgré cela, ils ont souligné que les leçons tirées d'Artemis 1 avaient été appliquées lors de la répétition d'Artemis 2. Cela soulève une question importante. Si ces problèmes étaient anticipés, pourquoi n'ont-ils pas pu être évités? Pour y répondre, nous devons prendre du recul. Dans une mise à jour officielle publiée après la tentative de test, la NASA a déclaré que la répétition avait atteint un objectif majeur avec le chargement réussi du propergol cryogénique dans la fusée. Les ingénieurs ont travaillé sur de multiples défis au cours du compte à rebours de 2 jours et ont pu atteindre de nombreux objectifs de test. Concernant le problème principal, la NASA a expliqué que pendant le ravitaillement, les ingénieurs ont passé plusieurs heures à résoudre une fuite d'hydrogène liquide au niveau d'une interface utilisée pour acheminer le propergol vers l'étage central de la fusée. Cet effort a mis l'équipe en retard dans le compte à rebours. Selon l'agence, l'atténuation a consisté à arrêter l'écoulement d'hydrogène liquide vers l'étage central, à permettre à l'interface de se réchauffer afin que les joints puissent se repositionner et à ajuster le débit de propergol. En utilisant cette approche, les équipes ont réussi à remplir les réservoirs de carburant des propulseurs ainsi que de l'étage central. Cependant, le problème n'a pas été totalement résolu. Le compte à rebours a ensuite été interrompu à T-5 minutes lorsque le séquenceur de lancement au sol a automatiquement arrêté la séquence en raison d'un pic du taux de fuite d'hydrogène liquide. La fuite a été principalement attribuée au raccord à déconnexion rapide de l'ombilical du mât de service arrière à la base du SLS. En conséquence, l'opportunité de lancement de février a été perdue, repoussant la première tentative au mois de mars. Cette situation reflète étroitement ce qui s'est produit avec Artemis 1. Cette mission avait également été fortement retardée par des fuites d'hydrogène liquide lors de sa répétition générale humide, ainsi que par plusieurs autres problèmes techniques. Ces difficultés avaient repoussé le lancement d'Artemis 1 d'avril 2022 à novembre 2022. Avec Artemis 2, la NASA disposait initialement de fenêtres de lancement début mars et en avril. Désormais, le calendrier a déjà glissé une fois et rien ne garantit qu'il ne glissera pas à nouveau. Alors pourquoi le problème des fuites d'hydrogène est-il si difficile à éliminer? D'abord, la responsabilité incombe bien à la NASA. L'agence disposait de données antérieures, d'une expérience directe et de près de 3 ans pour s'attaquer à ce problème. Pourtant, celui-ci persiste. Cela suggère que les processus internes, les stratégies de test et l'efficacité globale nécessitent un examen sérieux. Dans le même temps, il existe des défis physiques fondamentaux qui rendent l'hydrogène particulièrement difficile à gérer. L'hydrogène est l'élément le plus léger du tableau périodique. Il existe sous forme d'une molécule très petite, juste après l'hélium, en termes de facilité à s'échapper du confinement. Cela signifie que presque aucun matériau ne peut le contenir complètement. Même des réservoirs de carburant, qui paraissent solides et robustes à l'échelle humaine, sont constitués d'atomes présentant des interstices microscopiques entre eux. Comme les molécules d'hydrogène sont extrêmement petites et légères, elles peuvent se faufiler à travers ces espaces. Le confinement est donc toujours relatif. Les ingénieurs ne peuvent que réduire les fuites, jamais les éliminer totalement. C'est pourquoi l'utilisation de l'hydrogène comme propergol comporte toujours un risque inhérent de fuite. Les responsables de la NASA ont ouvertement reconnu cette réalité. John Honeycutt, président de l'équipe de gestion de mission Artemis de la NASA, a résumé le défi en expliquant que l'agence vise à tester le véhicule tel qu'il volera, mais que l'interface de ravitaillement est extrêmement complexe. Lorsqu'on travaille avec l'hydrogène, la molécule est petite et hautement énergétique, ce qui la rend particulièrement difficile à contrôler.
La température ajoute un autre niveau de complexité. Pour rester liquide, l'hydrogène doit être refroidi à environ moins 253 degrés Celsius. Les réservoirs de carburant sont généralement fabriqués à partir d'alliages d'aluminium, qui se contractent à des températures aussi extrêmes. Cette contraction introduit des contraintes thermiques dans les parois des réservoirs, les soudures et les structures de connexion. Avec le temps, ces contraintes peuvent entraîner des fissures ou une fragilisation accrue du matériau. L'hydrogène liquide possède également un point d'ébullition extrêmement bas, ce qui signifie qu'il se vaporise facilement en gaz. Cela provoque une augmentation rapide de la pression interne des réservoirs, rendant le stockage à long terme difficile et entraînant souvent des pertes de propergol. Pour compenser les réservoirs d'hydrogène, nécessitent des systèmes supplémentaires tels qu'une isolation épaisse et des dispositifs de gestion de la pression. Ces ajouts augmentent la masse du véhicule, accroissent à la complexité, font grimper les coûts de production et de maintenance et réduisent l'efficacité globale. Compte tenu de tous ces inconvénients, pourquoi la NASA continue-t-elle d'utiliser l'hydrogène? La réponse réside dans les performances et l'héritage. L'hydrogène offre l'impulsion spécifique la plus élevée de tous les propergols chimiques pour fusées atteignant environ 450 à 460 secondes dans le vide. C'est nettement supérieur au kérosène RP, un qui se situe entre environ 300 et 360 secondes, et supérieur au méthane qui atteint généralement autour de 360 à 380 secondes. Cette efficacité permet aux fusées d'aller plus loin et plus vite avec la même quantité de carburant ou d'emporter des charges utiles plus lourdes. L'hydrogène est également relativement propre. Lorsqu'il est brûlé avec de l'oxygène, le principal produit d'échappement est l'eau. Il ne produit pas de dioxyde de carbone de suie, ni de nombreux polluants associés au moteur fonctionnant au kérosène. Cependant, la raison la plus déterminante pour laquelle la NASA continue de s'appuyer sur l'hydrogène est l'héritage institutionnel. Les moteurs RS-25 utilisés sur le SLS sont directement dérivés du programme de la navette spatiale. Lorsque le Congrès a demandé à la NASA de développer le Space Launch System, l'une des exigences était de réutiliser le matériel, les infrastructures et les compétences de la main-d'œuvre américaine existante. Cette approche visait à préserver les investissements antérieurs réalisés durant les phases de développement de la navette d'Orion et des débuts du programme Artemis. Cette décision a entraîné des conséquences à long terme. Les fuites d'hydrogène n'étaient pas propres à Artemis 1 ou Artemis 2, et elles sont susceptibles de persister lors des futures missions Artemis également. Cette réalité soulève des doutes quant au SLS en tant que solution viable à long terme. Même l'actuel administrateur de la NASA, Jared Isaacman, l'a reconnu publiquement. Dans une publication récente, il a noté que si Artemis a pris de l'élan durant le premier mandat du président Trump, le SLS lui-même repose sur des philosophies de conception bien plus anciennes. Son héritage de la navette spatiale est clairement visible. Selon lui, le SLS est peut-être le moyen le plus rapide de ramener des humains sur la Lune à court terme, mais il manque de viabilité à long terme et pourrait ne rester pratique que jusqu'à environ Artemis 5. La NASA semble reconnaître les limites de sa fusée actuelle. Ce qui demeure incertain, c'est de savoir si des problèmes tels que les fuites d'hydrogène récurrentes peuvent être résolus de manière significative. Cela laisse une question ouverte pour l'avenir. La NASA doit-elle continuer à moderniser le SLS, le remplacer entièrement ou transférer davantage de responsabilités à des partenaires commerciaux? La réponse pourrait finalement définir la prochaine ère de l'exploration humaine au-delà de l'orbite terrestre. Lorsqu'on l'examine dans le contexte des défis actuels de la NASA, le choix du Propergol par SpaceX apparaît particulièrement délibéré et mûrement réfléchi. Après avoir utilisé de l'oxygène liquide et du kérosène RP, un sur ses fusées Falcon SpaceX a choisi l'oxygène liquide et le méthane liquide pour Starship. Cette décision reflète un virage clair vers l'efficacité opérationnelle et la fiabilité à long terme. L'un des principaux avantages du méthane par rapport à l'hydrogène est sa bien plus faible propension aux fuites. Le méthane peut encore s'échapper dans certaines conditions, mais il est beaucoup moins sujet aux fuites que l'hydrogène. En pratique, la plupart des problèmes de fuite observés sur Starship sont liés à la structure des réservoirs et au processus de fabrication, plutôt qu'aux propriétés fondamentales du carburant lui-même. Le méthane est également nettement moins cher que l'hydrogène, ce qui offre un avantage immédiat en termes de coûts de production et d'exploitation. Il est plus facile à manipuler et bien adapté à la réutilisation. Lors des essais, SpaceX a démontré sa capacité à capturer le méthane sous forme gazeuse, à le recondenser et à le réutiliser.
Cette capacité réduit le gaspillage et diminue les coûts d'exploitation globaux. Du point de vue du stockage, le méthane liquide présente d'autres avantages. Il reste liquide à environ moins 162 degrés Celsius et bien plus dense que l'hydrogène liquide. Cela permet des durées de stockage plus longues et des conceptions de réservoirs plus faciles à gérer. Bien que les réservoirs de méthane nécessitent toujours une isolation, celle-ci est bien moindre que pour ceux conçus pour l'hydrogène. Lors de missions prolongées, le méthane liquide est également moins sujet à une évaporation rapide, ce qui améliore la conservation du propergol. Comme il exige moins de structures de soutien, le méthane permet des véhicules plus légers, des conceptions plus simples et une efficacité globale accrue. Pris dans leur ensemble, ces avantages montrent clairement pourquoi le méthane liquide représente un choix plus pratique et plus robuste que l'hydrogène liquide. Cette décision permet à SpaceX d'éviter bon nombre des défis qui continuent d'affecter le Space Launch System de la NASA. À plus long terme, le méthane s'inscrit également dans les objectifs stratégiques de SpaceX. Mars, la planète au cœur des ambitions de SpaceX, contient d'abondantes quantités de dioxyde de carbone dans son atmosphère et de la glace d'eau à sa surface et sous celle-ci. Si ces ressources peuvent être extraites, elles peuvent être transformées pour produire de l'oxygène et du méthane, les mêmes propergols utilisés par Starship. Cela rend possible la fabrication de carburant de fusée directement sur une autre planète plutôt que de dépendre entièrement de ravitaillements lancés depuis la Terre. Enfin, le méthane brûle de manière relativement propre. Bien qu'il produise du dioxyde de carbone, ce qui constitue un inconvénient par rapport à l'hydrogène, l'impact reste limité dans ce contexte. SpaceX prévoit également de capter et de réutiliser les sous-produits à base de carbone dans le cadre de son cycle de production de carburant. En combinant tous ces facteurs, le méthane devient un élément clé qui complète la taille, l'architecture et la réutilisabilité totale de Starship. Il renforce l'adéquation du véhicule à des opérations durables sur la Lune et à d'éventuelles missions vers Mars d'une manière qu'aucun système d'atterrisseur traditionnel ne peut égaler. À bien des égards, le choix du propergol souligne une fois de plus la vision à long terme qui distingue l'approche de SpaceX de celle des systèmes de lancement hérités de la NASA.